Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Gallo-Lavallée, qui est designer d'expérience. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ton parcours de vie, de ta carrière, jusqu'au design d'expérience, s'il te plaît? Alors déjà, je vais juste prendre le temps de d'écrire ces deux mots, design dans le sens conception et non graphisme, et expérience dans le sens un moment mémorable dans le temps. Et je venais du web et j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'ergonomie de site web. Je travaillais avec des grandes marques, c'était super. Mais un jour, je me suis rendu compte que je passais mon temps à éviter que ce soit désagréable, sans jamais faire exprès que ce soit agréable. Et j'avais un client à la Bibliothèque nationale de France que j'aime, que je chéris, parce que je le trouvais voilà chouette. Et il me dit: Patricia, je veux des likes, je veux des j'aime. C'était au tout début de Facebook, mais vraiment tout début. Mais voilà, la Bibliothèque nationale de France, je veux des likes et des j'aime sur Facebook. Et là, je lui ai répondu, mais c'est moi, je suis une technicienne. J'aime comprendre comment les choses marchent. Enfin, c'est ça qui me permet de faire mon truc, quoi. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je comprenne comment les émotions fonctionnent. Et donc, j'ai procrastiné longtemps. Et finalement, après aussi avoir décidé de ne pas faire un cursus en psychologie, j'ai décidé d'écrire un livre parce que Armelle, ça marche très bien d'écrire des livres. Ok, traduction pour les auditeurs, 1 égale 6 livres sur les émotions et le design d'expérience. Voilà, et j'ai décidé de commencer un livre qui s'appelait Les J'adore, parce que je trouve que c'est une émotion qui est hyper intéressante parce qu'elle est ultra visible quand quelqu'un adore quelque chose. Et donc j'ai commencé par étudier ce qui crée le j'adore. Bah, ça tombe bien, hein, on voulait des fans, donc le j'adore crée des fans. Donc pour les auditeurs, j'adore, ça s'écrit avec 3 O et vous pouvez, je crois encore acheter le livre, hein, Patricia, ou les 6 livres en allant sur ton site web. Non, pas aussi facile que ça. Donc les livres, ils sont disponibles en numérique. Et pour ceux qui aiment les livres papier, vu que j'adore créer de la valeur sur des étagères des gens, je n'en imprime que très peu. Et donc il faut aller sur Vinted ou autre site de revente pour trouver un j'adore. Il n'y en a pas tout le temps à vendre. Désolée. Alors la rareté, c'est l'ingrédient numéro 2. Patricia, est-ce qu'on peut faire un énorme flashback avant que tu ne deviennes vraiment designer d'expérience, qui peut-être explique aussi pourquoi tu es si passionnée par le parcours client fluide et agréable et beau. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée en Russie et qu'est-ce que tu y faisais et pourquoi tu y es allée? Alors, moi je suis de la 3e déjà d'une famille de
3 plus après ceux d'après, etc. Donc c'est important à savoir parce que le troisième se positionne souvent un petit peu en se différenciant quoi, des autres. Donc c'est quand même important. Et bref, mon père nous avait mis tous les trois dans un appartement. Mon frère et ma sœur faisaient des écoles d'ingénieurs et à chaque fois que j'ouvrais un cahier, il me tombait dessus là et ça m'a pas du tout fait rire. Et donc j'ai dit donc moi je vais partir. Et donc je suis partie après une première année de kiné tout court. Enfin voilà. Je suis partie en Angleterre. Je me suis dit allez, je vais apprendre l'anglais comme ça, ce sera fait, ce sera beaucoup plus pratique. Et donc je me suis retrouvée dans une ville internationale à parler anglais. Avec Simone de Brésil, Jesus de Colombie, et il y avait des Russes et il y avait des Japonais. Et après, j'ai voulu... Mais mon frère et ma sœur n'ayant pas fini leurs études, l'appartement n'était pas libre. Donc, je me suis dit, bon, je vais repartir ailleurs. Et j'ai pris peur des Japonais. Et en revanche, il y avait des Russes qui étaient là. Elles étaient trop mignonnes. Ah, oh, petit mot. Je me suis dit, tiens, je vais aller apprendre... le russe. Et donc, j'ai atterri à Saint-Pétersbourg avec 4 mots de russe. Da, niet, spasiba et durak, du général Dourakin, le général idiot. Voilà, ça peut toujours vous servir en ce moment. Ok, donc tu es à Saint-Pétersbourg et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je m'ennuie. Je m'ennuie terriblement. Les Russes me snobent, impossible de trouver un travail. Mon niveau de russe est pathétique. et bon, j'ai des amis américains et australiens. Et je m'ennuie tellement que je crois que j'imprimais les scripts de Friends et je surlignais tous les mots que je comprenais pas. Et le lendemain, au café avec mes potes, on passait en revue la signification, les variantes américaines, british et australiennes, parce que Joshua était british et australien. Voilà, donc vous voyez, je m'ennuyais beaucoup. Et eux, ils avaient accès à Internet, enfin eux, ils avaient des emails, et donc ils m'ont montré un vieux bâtiment, vous voyez, à la russe, quoi. Un vieux bâtiment, c'était la bibliothèque, et il y avait 3 ordinateurs, et ils m'ont montré comment me connecter à Internet. À l'époque, il y avait personne qui avait d'email en France, hein. Les gens n'avaient pas d'email en France. C'était en quelle année pour qu'on se repère un peu? Ah bah ici, je viens de le réécrire, 98. Ok, donc t'es en 98 à Saint-Pétersbourg et t'envoies tes premiers emails. Ben non, j'avais personne à qui les envoyer, j'avais pas d'amis. Donc je me suis mis sur Messenger et à un moment il y a une femme qui poste un gif animé. Et là, mais la révélation quoi. Quoi ? Tu peux contrôler ce qu'il y a à l'écran ? Et donc je suis rentrée en France et après avoir fait 1 an et demi en Russie. Non, je suis repartie. Non, c'est ça. Je suis revenue en France, je suis repartie après la crise en Russie avec un vieil ordinateur qui avait une pile complètement pourrie, ce qui fait qu'il s'éteignait. Je tapais quelques lignes et boum, il s'éteignait. Et donc je pouvais pas installer à l'époque Dreamweaver, je pouvais pas, il avait pas la capacité de le faire. Et donc j'avais un livre d'HTML, je tapais le code à la main, j'enregistrais toutes les 2 secondes. Je traversais la ville, j'allais sur l'ordinateur correct de la librairie, la bibliothèque en français, et je chargeais la page, je voyais si elle se chargeait correctement, je rentrais et je continuais mon code. Ce qui fait que j'ai jamais eu ce problème qu'ont eu beaucoup d'autres webmasters après, c'est que quand tu travailles que avec Dreamweaver, t'as l'impression qu'il y a un côté magique. Mais moi, vu que j'étais dans le code directement, j'ai toujours su que c'était pas magique, que c'était logique. Et je pense que ça, mais je pense qu'il y a certains de mes étudiants après, parce qu'après j'ai longtemps travaillé pour une école de multimédia, enfin la première école de multimédia en France. J'ai beaucoup travaillé pour eux. Ils avaient un email. J'ai pu travailler avec eux et la plupart des étudiants, je pense qu'ils vous diraient, Patricia, elle te répétait tout le temps, c'est pas magique, c'est logique. Arrête de penser que c'est magique parce que sinon tu pourras pas savoir que tu n'auras pas le sentiment de pouvoir agir dessus, quoi. Et ça, j'avoue que finalement, tu vois, là, je fais un lien.
Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, j'en pense que du coup, c'était logique et comment on bascule derrière sur, le fait de designer l'expérience? Est-ce que l'expérience, du coup, est logique Oui, bah oui, également? oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, plus tard, un moment après avoir écrit Les J'adore, là, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe de chez Chanel. Et j'avais une cliente qui était mignonnette, elle était chouette. Et elle ose m'avouer qu'elle trouve que l'émotion, c'est un peu nébuleux, un peu comme ça. Et là, je lui dis, mais c'est pas du tout nébuleux, une émotion. Hein. Dans 30 secondes, je t'en fais sentir une. Regarde, pense à ton poids. Avec un chiffre, tu peux avoir une émotion. Avec un salaire, tu peux avoir une émotion. Avec beaucoup d'informations, tu peux avoir une émotion. Ça se déclenche. Ça vient d'une histoire. Ça vient de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont là, mais c'est nébuleux, on n'y comprend rien. C'est parce qu'il y a plein de choses qui viennent. Alors, les gens sont sur une trajectoire et tout ce qui s'est passé avant va impacter leur émotion. Et donc, à partir du moment... Enfin, tout est logique. Si on... Ça provoque une réaction en fonction du parcours que l'on a eu en amont. En amont. Et par exemple, l'ingrédient numéro 3 de J'adore, c'est le suspense. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a exposé à tout le gratin français du luxe. Dans le cadre d'une formation continue, elle m'a fait passer devant tout le monde. Des gens de chez Louboutin, des gens de chez Dior, qui étaient très contents du titre du livre d'ailleurs, des gens de chez Nux, des gens de chez et dont un studio renommé. Et ce que m'a dit la personne de ce studio-là, ce qu'elle retenait vraiment de l'essence de suspense, c'est qu'il faut se poser de surprise, c'est qu'il faut se poser la question à quoi est-ce que les gens s'attendent? À quoi est-ce que les gens s'attendent? Dans le sens, qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu avant? À quoi est-ce que les gens s'attendent? Et à partir du moment où je me pose la question, à quoi est-ce que les gens s'attendent, et que j'ai la réponse, ben, je vais pouvoir jouer avec mon expérience pour créer de la surprise à l'intérieur de ça. Si ce qu'on leur présente est en dessous des attentes, ça va être une mauvaise surprise. Si c'est au-delà des attentes, ça va être une bonne surprise. Alors ça, c'est l'ingrédient numéro 3. Quels sont les autres 4, pardon, quels sont les autres ingrédients? Alors, donc la façon dont j'ai travaillé pour les J'adore, j'ai fait du pattern recognition. Donc c'est une fonctionnalité embarquée dans mon cerveau droit qui reconnaît en fait les stéréotypes, les choses qui se répètent. Finalement, j'ai pris tous les produits où il y a du J'adore, tous les produits où il y a la queue, tous les produits où les gens vont en parler les uns aux autres, tous les produits où les gens vont créer du contenu basé sur ces produits. Vous voyez, tous les produits où les gens ont une émotion, quelque chose un peu démesuré, où ils vont faire la queue toute une nuit pour acheter le produit. Voilà. J'ai pris que cela. Je voulais pas les autres, je voulais que cela. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et j'ai trouvé 6 ingrédients. Le premier, je l'ai appelé beauté, mais finalement c'est un sentiment d'univers. Et là, il faut se souvenir de Sapiens, qui a une partie de lui qui veut explorer des nouveaux territoires. Donc, ma recommandation aux marques et aux corporations, c'est de travailler ces lieux de vie et ces headquarters, ces bureaux, c'est là où ils présentent leurs produits comme un endroit à explorer, comme un nouveau monde à explorer. Je pensais que tu aurais parlé de vulnérabilité aussi. Bah, c'est pas moi, c'est Brené Brown qui fait C'est vrai. Oui, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans beauté, je parle de cute, de qu'est-ce qui crée le mignon, parce qu'il y avait tous les produits de la durée, il y a tous les comment elle s'appelle, le chat là. Voilà. Hello Kitty, etc. Donc là, on est dans le cute, on est dans l'émotion démesurée. Et en fait, c'est là où effectivement on aborde la vulnérabilité parce que c'est lié à l'enfance aussi. Tout ce qui est cute, tout ce qui est petit, tout ce qui est mignon, c'est un peu pour les enfants, ce qu'ils trouvent joli. Non ? Alors, c'est surtout lié à l'absence de menace. D'accord. Okay.
Oui, parce que en fait, Hello Kitty, par exemple, n'a pas de bouche et une très grosse tête et de très gros yeux. Je crois qu'elle a pas de bouche, hein, je crois que c'est elle. Et en fait, si tu regardes, si tu schématises Hello Kitty, elle ressemble à un bébé. Et donc, c'est pareil avec tous les personnages de type Wall-E. Dans le premier livre de J'adore, Patricia explique très bien Wall-E, il a pas de griffes, il a des petites mains avec des petits bras avec des mains un peu maladroites. Il a pas de jambes pour s'enfuir ou de courir après, les espèces de roues un peu maladroites. Il a des grands yeux et il a aucune bouche. Donc en fait, tous ces personnages-là sont des personnages dont on a gommé tous les éléments menaçants. il n'a pas de dents pour mordre, par exemple. Et il va aussi souvent pencher la tête et montrer sa jugulaire. Et ça, c'est un signe de « je te fais confiance, regarde à quel point je suis vulnérable ». Et l'être humain va avoir envie de le protéger. Ok, donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est quoi ? La rareté. Alors ça, Florence, qui me fait intervenir à l'Institut français de la mode. À chaque fois, on a une bataille autour de celui-là, parce que le luxe, elle en a pris et repris et repris, et elle me dit « Oh, le sentiment de rareté, le sentiment de privilège, oh, c'est bon, on l'a trop vu dans la mode, on peut passer à autre chose, etc. » Et moi, je lui réponds « Oui, mais t'auras pas la queue. S'il n'y a pas le sentiment de rareté, t'auras pas la queue. Point, c'est tout, c'est pas la peine de se fatiguer. » Si c'est de la fausse rareté, tu n'auras pas la queue. Si c'est du faux, c'est non, ça marchera pas. Et ça me rappelle ce qu'avait fait une fois Karl Lagerfeld avec la collection H&M, les collections capsules H&M, les premières. Et à la radio, il avait dit comme ça: « Oh, je suis en colère contre H&M, ils en ont pas fait assez. » Voilà, coquinou va. Il y avait là. Alors, c'est quoi le troisième ingrédient, du coup ? Le troisième ingrédient, donc, ça va être le suspense. Donc ça, je recommande à tous les formateurs, à tous les gens qui veulent créer un retour, un revient vers vous, de créer du suspense, et enfin avec son petit frère la curiosité, parce que il a des super pouvoirs hormonaux, parce que l'être humain en fait est programmé pour être félicité à chaque fois qu'il est curieux et qu'il part chercher des nouvelles choses. Et donc quand il est curieux, la plasticité du cerveau augmente. Et quand la réponse est surprenante, il va avoir une libération, je ne sais plus quelle hormone, mais l'hormone qui crée une forme d'addiction, et ce qui explique complètement l'addiction que les gens vont avoir vis-à-vis d'un Harry Potter ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je crée le suspense, les gens vont s'attendre à quelque chose, je donne une réponse surprenante, et je recrée du suspense juste derrière. Et là, vous avez tout pour créer de l'addiction. Alors, ça peut être utilisé pour faire des séries Netflix, mais ça peut, et j'encourage vraiment les gens à le faire dans la formation, parce que on augmente la plasticité du cerveau quand on structure nos contenus en créant ces arcs narratifs qui crée le questionnement dans la tête des gens. Ton quatrième ingrédient, qu'est-ce que c'est ? La surprise, donc c'est le meilleur ami de suspense, hein, il va super bien avec surprise. Donc si je vous résume les 146 pages en 2 minutes, l'essence de la surprise, hein, c'est de comprendre à quoi les gens s'attendent. Donc à partir du moment où je travaille là-dessus. Après, dans le livre, il y a plein de techniques pour créer de la surprise. Je vais pouvoir créer le grand, le petit. C'est un peu un livre à ouvrir au hasard pour avoir une idée. L'exemple que j'aime beaucoup pour vraiment illustrer cette problématique d'attente et comment dans l'expérience client il faut la prendre en compte, c'est quand j'étais en Polynésie française, bon, parce que mon mari est militaire, donc on a été téléchargé là-bas. C'était super, mais la Polynésie française a cette image dans l'inconscient collectif, la lumière, les super belles couleurs, les lagons, etc. Mais si vous arrivez à Maïna, c'est la place de sable noir qui pue,
avec plein de chiens partout et un sentiment d'insécurité. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est de la mauvaise surprise voilà, pour le coup. donc c'est ça, c'est une histoire d'attente. S'il s'attendait à arriver à Haïti dans un pays ultra pauvre où finalement Maïna ça aurait été vu comme chouette, mais donc pour moi l'Office du tourisme de Polynésie française a besoin d'adresser ce problème de la déception. Et ce que j'ai fait moi pour mes beaux-parents, c'est que je leur ai caché cette partie-là. Je les ai emmenés direct dans les îles. Et une fois qu'ils avaient fait toutes leurs photos, qu'ils avaient vu toute la lumière, etc., je leur ai dit bon ben maintenant on va vous amener chez nous, hein là où on est basé, à côté du camp militaire. Ok, donc là, tu as ménagé un tampon dans la surprise, entre guillemets, pour pas que leur parcours visiteur soit déceptif, finalement. Oui, on est quand même dans le voyage d'une vie entière. On est à plus de 10 000 € par personne le voyage. C'est des gens aussi qui se disent, vu qu'il y a 24 heures d'avion, je vais pas y aller pour une semaine. Donc, on est sur des délais qui sont longs, dans un des pays les plus chers du monde. Ok. Et ton cinquième ingrédient? Alors c'est l'humour. J'entends déjà crisser les dents là, et tenir un peu plus droit à certaines personnes de l'audience, surtout, et je me souviens d'une cliente dans le luxe. L'humour, parce que tout de suite les gens pensent à l'humour graveleux. C'est quelque chose dans lequel les marques ont du mal à s'autoriser à aller parce qu'ils sont persuadés que ça va être mal perçu, mal compris. Souvent, l'humour est très bien porté quand le designer l'apporte. Par exemple, Louboutin travaille beaucoup son humour, mais c'est lui, quoi. Donc, son équipe n'a pas trop de difficultés avec l'humour puisque lui, il est là pour l'apporter. Mais quand le designer n'est plus là, comme chez Chanel, il y a un peu, on sait pas trop ce qu'on est censé faire, ce qu'on a le droit de faire, même si Karl avait ses techniques, hein, il y avait pas de problème. Mais par exemple, My Little Paris, qui est interviewé dans un des ingrédients, on en avait parlé et dans leur newsletter, par exemple, elle porte énormément une info comme ça émotionnelle. Et elles ont eu du mal à la charter, en fait. Quand il a été question de décliner les newsletters par ville, elles ont eu des difficultés à la charter, à expliquer aux autres comment utiliser ça. Et moi, ce que j'ai à dire sur l'humour, c'est que, en fait, c'est une question de style. Et c'est ce qu'il y a écrit dans le livre. Je liste tous les styles d'humour qui existent avec des exemples. Et après, je recommande aux gens de choisir ceux qu'ils préfèrent. Et ce qui va dire qu'après, on va pouvoir donner au copywriter, la personne qui est chargée de créer le contenu, je pense maintenant à Monoprix avec leurs petites étiquettes. Vous voyez, ils sont vraiment dans un style, dans un code, dans des codes qui sont toujours à peu près pareils et qui nous permettent de baliser. Je suis sûre qu'Armelle, elle saurait dire comment on appelle ça. Territoire de marque? Non. Oui, tout à fait. Voilà, le territoire de marque. Voilà, c'est le genre de truc où t'es meilleur que moi, là, ce bout-là. Moi, je suis plus dans l'application après, quoi. Donc, comment on va faire pour appliquer ce qui est dit par le corporate? Voilà, moi, je suis plus là. Et le dernier ingrédient secret, qui est mon préféré. Alors, je l'ai longtemps pour la petite histoire, Patricia, quand elle a rédigé ses livres, elle les a rédigés sur une période assez longue, qui a pris plusieurs années. Et elle s'est appliquée à elle-même ses propres ingrédients. Elle a gardé le suspense sur le dernier ingrédient jusqu'au bout. Et du coup, il faut maintenant que tu assures, qu'est-ce que c'est que ce dernier ingrédient que pendant des années, elle a appelé l'ingrédient secret? Alors, donc l'ingrédient secret, j'adore la réalité, hein, pourquoi je le cachais, même si bon, j'appliquais, mais aussi je le cachais, c'est parce que je voulais pas que les gens manipulent les autres, que je trouvais trop fort, trop intime, trop important en fait. Voilà, je trouvais que ça voilà, et j'avais peur de le livrer au monde comme ça, voilà.
Maintenant, je me rends compte que de toute façon, les gens, ils ont du mal à l'appliquer, donc je suis tranquille. Alors, déjà, l'ingrédient secret, je pense qu'il faut plus le voir comme une mélodie. Tu vas avoir de la beauté, de la rareté, ting, 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 ting. Tu vas pouvoir jouer tes notes de musique, tu vois, une à une, et à un moment, tu vas avoir un accord. Et ça va taper les 3 notes en même temps. Et ça, c'est le 5e Beatles qui me l'a le mieux expliqué. C'est que l'émotion, elle vient souvent d'un accord. Et donc, moi, je sais comment faire l'accord, mais je ne sais pas faire le 3e goût. Vous savez aussi, c'est pareil dans le goût. On va pouvoir mélanger du gruyère et de la confiture d'abricot, il me semble. Et quand on les met ensemble, ça donne un 3e goût. Moi, je ne sais pas faire ce 3e goût, mais je sais les ingrédients qu'il faut chercher en dessous, les accords, les notes qu'il faut mettre dedans. Donc, c'est pour ça que je fais un accord avec 3 doigts. Mon premier doigt, il est autour du mouvement. Cherchez toujours le mouvement. Cherchez à fluidifier. Cherchez à faire que ce soit plus simple. Cherchez à faire que la partie du cerveau qui est en train de tout le temps de calculer combien de calories ils ont dépensé pour faire telle ou telle action, faites que celle-là, elle dise waouh, trop bien, on a gagné là. Voilà, donc cherchez toujours le mouvement, cherchez toujours la fluidité. Énormément de produits qui sont adoptés, en fait, c'est des produits qui vont nous faire gagner du temps. Par exemple, rien qu'un iPhone. Bon, alors maintenant, vous les adorez plus, vos iPhones, parce que vous êtes habitués, mais au début, on les adorait parce qu'ils nous faisaient gagner du temps. Steve Jobs, dans le livre, je montre des images de lui quand il était jeune, et il disait, je veux faire la bicyclette de l'esprit, quoi. Il savait qu'il y avait cette recherche de mouvement. Beaucoup de gens vont dire j'adore ma voiture, j'adore mes chaussures, et ensuite vous allez chercher l'identité. Donc qu'est-ce qui va aider la personne à exprimer son identité? Et ça on va beaucoup le voir dans le luxe, dans la mode. Là, j'ai écouté le livre audio sur Louis Vuitton. Voilà, le monogramme, ça aidait les gens à exprimer les valeurs qu'ils voulaient exprimer, etc. Donc, on va avoir cette notion-là. Donc, ça va très bien marcher avec les adolescents, avec les gens. Voilà, maintenant, je travaille beaucoup en entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, pour créer du j'adore sur le lieu de travail. Et je sais qu'il faut que je cherche comment je vais pouvoir les aider à exprimer leur identité, comment je vais pouvoir faire gagner leur identité. Voilà, donc c'est comme des questions que je me pose. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais travailler sur l'identité? Est-ce que je pourrais travailler sur le mouvement? Vous voyez, c'est ça, c'est à ce moment-là où j'appuie sur la note. C'est quand je me pose ces questions-là. Et ensuite, la 3e question, et je pense que c'est Jacques Brel qui l'explique le mieux, c'est qu'en fait, on est dans une bataille contre l'immobilité. Et l'élément qui nous immobilise le plus, c'est la peur. Donc, dès que vous allez... La peur, vous savez, ce truc qu'on cache aux autres, qu'on veut pas dire aux autres, toutes ces choses qu'on cache, etc. Si vous proposez un cadre dans lequel la peur des gens vont pouvoir être levée, les peurs des gens vont pouvoir être levées, ça va permettre le mouvement. Et si ça permet le mouvement, à un moment, ils vont se retourner vers vous et ils vont dire « J'adore !» Donc ça, c'est l'ingrédient secret. C'est les aromates à la fin de la recette que tu mets par petites touches avant de goûter et de voir si la saveur est efficace. Voilà, donc on va juste se poser ces questions-là. Et puis après, alors moi je suis très cerveau droit, je fonctionne énormément à l'intuition, à la livraison du système 1 pour les personnes qui ont lu le livre de Kahneman, là, le prix Nobel. Donc l'idée c'est de dire qu'il y a ma conscience, en fait, je peux poser des questions, mais il y a une partie de moi qui est bien meilleure à faire des liens, à tout mélanger, à lever des barrières, etc. Donc j'y réfléchis pas, j'y réfléchis plus, juste j'observe, je fais mon travail, d'aller chercher, d'aller poser des questions, d'observer, d'écouter. Et il y a un moment, j'ai un plop en fonction de la question du client. Bon, moi j'appelle ça un plop, mais Henri Poincaré appelle ça une illumination.
Et les mathématiciens appellent ça une illumination. Et je vais avoir comme ça, par rapport à la demande du client, je vais avoir un plop qui va me dire, bah tiens, il y a telle solution qui répondrait à toutes les questions qu'on était en train de se poser. Voilà, donc je suis pas dans une recherche consciente. Alors, Patricia, ça fait une quinzaine d'années que tu travailles en design d'expérience maintenant. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation incroyable que tu as vécue en faisant du design d'expérience? Et à contrario, est-ce que tu aurais un fail absolu qui aurait été créé comme ça en design d'expérience? Bon, notre vie, c'est une aventure, hein. Mon mari, il est au courant. Alors, j'avais vu tes questions au préalable et il y avait quelque chose, je pense que je voulais partager, c'était qu'est-ce que je regrette, un de mes fails que je regrette, parce que une des méthodologies clés du designer d'expérience telle que moi je l'applique, c'est de travailler en agile, c'est-à-dire qu'on va faire 3 itérations et on va très vite essayer une première mouture et on va apprendre et après on va vite la changer. Et je travaillais avec des étudiants, l'agile, hein, c'est dans le web, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en agile comme ça, ils font des sprints, etc. Donc moi, j'étais prof d'agile et je voulais vraiment faire comprendre à mes étudiants que cette notion d'itération, fallait pas la prendre à la légère. Donc quand je me suis mariée, j'ai vu une étudiante qui était bien dans son corps, bien dans ses mains, et je lui ai dit, est-ce que tu veux me faire une robe de mariée connectée? Alors déjà, oh trop bien le projet, etc. Donc elle a réuni son équipe. Je leur ai donné des sous, un budget, ce qui était bien parce que c'était les seuls à avoir un budget. Et je leur ai dit, bah faites-moi, on va faire une robe de mariée connectée. Et je voulais vraiment qu'ils comprennent cette notion de il faut tester vite dans la réalité parce que il y a plein de choses qu'on va pas voir, il faut vite tester. Donc je leur ai collé mon mariage juste après la première itération. Et là, on est en train de raconter où est mon fail, parce que je me suis quand même retrouvée avec une robe de mariée faite par des étudiants non testés, quoi. Et donc, ma robe de mariée, quand je m'approche de mon mari, ma robe détecte la boutonnière de mon mari, et donc ma robe s'illumine quand je m'approche. C'était un jour de pluie, et la pluie, ça a un effet sur l'électronique. Alors ça a fonctionné, mais ça s'est pas assez illuminé en fait, parce qu'entre l'intelligence et l'humidité, il y avait plus du tout assez de lumière dans la fibre. Je crois que c'était la fibre optique. Ouais. Et là, j'ai regardé ma cousine, j'ai dit on va aux toilettes, tu me mets sur les piles. Comme ça, au moins sur toutes les photos, ma robe est correctement illuminée. Et ce que je regrette le plus, c'est qu'après toute la journée s'est passée, on était au, comment ça s'appelle, au musée Trudeau, le musée. Non, c'est au musée Grévin. Voilà, c'est ça, au musée Grévin. Géré par la Compagnie des Alpes à Paris. Voilà. Et puisque j'ai partie des invités, tous les clients du musée Grévin hallucinaient totalement de voir une mariée avec toute la noce dans le musée pour 2 heures. C'était assez surréaliste. Pareil dans le bus à Paris aussi. Les Parisiens doivent pas avoir l'habitude de voir des mariés prendre le bus. On avait pris le bus et on avait écrit Just Married derrière le bus. C'était top. Ça fait bien designer l'expérience pour tes convives, en fait. Puis c'était pour prendre en compte aussi les problématiques autour de l'alcool, parce qu'il y avait des personnes dans la famille qui pouvaient pas trop être exposées à beaucoup d'alcool pendant longtemps. Enfin, on n'avait pas envie, et donc il fallait que je trouve autre chose à faire, quelque chose où il n'y ait pas toujours de l'alcool. Puis bon, on a pu faire semblant qu'il y avait Obama à notre mariage, c'était sympa. Autre chose qui était assez rigolote en termes de design d'expérience, c'est que Patricia a lancé des invitations un peu à la dernière minute, genre une semaine avant, sans savoir qui allait réellement venir. Donc elle a juste dit vous êtes invités aux gens, mais il n'y avait pas de RSVP, donc on s'est tous présentés et elle savait absolument pas à l'avance qui allait venir et qui n'allait pas pouvoir venir. Ce qui en termes de logistique est toujours hyper pratique. Mais il y a plein de fois ça se résout tout seul. Non, mais tout ça pour dire que le regret que j'ai autour de ça, c'est qu'après, on s'est assis au repas.
Bon, il y avait mes parents qui se parlaient pas. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout. C'était stressant quand même. On parle d'un mariage, d'une mariée, avec éventuellement des convives, de la pluie, etc. Enfin, tous les stress du mariage. Et le GRI, le journaliste qui était censé filmer ma robe de mariée connectée, était là, puisque ma cousine était aussi charmante, il était resté. Et ce que je regrette vraiment, c'est de ne pas m'être détendue. Parce que si je m'étais détendue, mon système 1 m'aurait dit, tu sais que tu peux remettre ta robe de mariée connectée, tu peux enlever, tu peux te remettre l'intelligence, remettre la carte, et on aurait pu faire les images dans le restaurant de « je m'approche de mon mari, ma robe s'illumine, il part aux toilettes, elle s'éteint ». Et c'est ça que je regrette. Je regrette de ne pas m'être détendue pour laisser ma créativité parce que j'ai pas les images et je les aurais pas. Est-ce que c'est l'émotion de la peur, justement, qui a du coup empêché ta créativité à ce moment-là? Oui, bah, le stress, en fait. Le stress, c'est vraiment un inhibiteur. Il y a un super coach HPI des surdoués qui parle de ça. Il dit plus il y a de peur, moins il y a d'intelligence. Donc un gros travail du designer d'expérience, ça va être encore une fois de travailler autour de la peur pour libérer le mouvement, pour permettre la communication. Le lâcher prise dont on parle beaucoup. Le design d'expérience, c'est assez récent et c'est une profession qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Est-ce que il y a des évolutions de ce métier qui t'ont, puisque tu es aux premières loges, plus particulièrement marqué? Bah alors déjà, je pense que je vais créer l'école, enfin la certification de designer d'expérience. Ce sera pas une école, ce sera une certification. Parce que je crois qu'on est 3 dans le monde à se présenter comme ça. Même si je reconnais que y en a plein, en fait, ce sont des designers d'expérience. Je me souviens avoir interviewé une femme qui faisait de la déco pour Club Med, où elle faisait les ambiances ados. Mais c'est une designer d'expérience qui fait ça. C'est souvent des entrepreneurs qui sont les designers d'expérience. Il y a qui? Il y a Philippe Stark, c'est un designer d'expérience. Je pense pas je sais pas s'il accepterait. Enfin, je sais qu'il se présente comme créateur de cadeaux de Noël, mais finalement, si on regarde l'essence de son travail, la façon dont il travaille, pour moi, c'est un designer d'expérience. Il évolue beaucoup parce qu'en fait, il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux mots-clés. Une grosse partie de notre expertise vient de reconnaître la méthode, reconnaître les mots-clés. Donc, par exemple, le nudging, c'est quelque chose que j'accepte en design d'expérience. Ce qui m'intéresse aussi, c'est à partir de quel moment je ne suis plus un designer d'expérience. Là, par exemple, si je vois un employé qui, pour moi, est en souffrance physique, qui a besoin d'un accompagnement spécifique du domaine de la psychologie, je vais dire, c'est pas moi. Je sais le reconnaître, je sais, mais c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de le dire. Après, c'est dur de travailler autour de ça. Ça, je trouve ça difficile. Oui, c'est ça, ce qu'il faut pas confondre avec la QVT, la qualité de vie au travail. C'est pas la même chose. En fait, les frontières parfois sont minces. Et elles sont minces et donc moi j'aime bien faire comme Churchill. Je mets mes opposants dans la salle. Comme ça, j'ai des garde-fous. J'ai des gens là par exemple sur certains, je préférerais avoir un syndicaliste dans la salle. Et je lui dis, prends ton rôle, sois ton rôle, dis-moi non, ajoute des contraintes, dis-moi quand c'est too much, dis-moi... voilà, je trouve que ça fait partie du job. Comme le budget, comme le timing, comme est-ce que je suis dans le respect de l'humain, est-ce que... voilà, tout ça, ça fait partie du job. Et c'est pour ça que je préfère tester, parce que sinon, ce serait trop de variables à intégrer. Comment tu vois, du coup, l'avenir du design d'expérience dans les 10 prochaines années? Alors ça, je l'ai appris en travaillant avec Avis, le loueur de voitures. Vraiment, pour elle, la qualité de l'expérience client venait du bonheur des salariés. Et c'est là où elle s'est dit, mais je sais pas créer du bonheur,
Et on s'est rencontrés dans une table ronde. Et donc, et on a fait un super travail chez Avis. Et la priorité, c'était de rendre les salariés heureux. Parce que si ton salarié est heureux, il fera les efforts, il aura l'envie, il aura la créativité de satisfaire le client. Donc pour moi, et c'est là j'y vais, là. J'appelle ça le panier de crabes. Je rentre dans les paniers de crabes et j'y vais. Merci beaucoup Patricia Gallo-Lavallée d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que l'expérience, comme le code, ce n'est pas magique, c'est logique. C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut agir dessus. Le deuxième point, c'est que une émotion, ça peut se déclencher avec une histoire, avec une norme, avec une référence. Le troisième point, c'est que il existe 6 ingrédients pour créer une expérience où vos clients, vos utilisateurs vont dire « j'adore » avec 3 O. Le premier, c'est la beauté au sens de l'univers de marque, de l'univers de territoire. Le second, c'est la rareté qui doit générer de la queue. Ça, c'est le critère de réussite d'un ingrédient rareté. Le suspense, c'est un ingrédient qui a un pouvoir hormonal très puissant au point qu'il peut en devenir addictif. Le 4e ingrédient, c'est la surprise, c'est-à-dire quand la réponse à une question est supérieure à ce qui était attendu. L'humour est le 5e ingrédient. Alors l'humour, en fait, c'est une violation bénigne de la norme, le mot-clé étant bénigne, et il implique il peut revêtir plusieurs styles ou utiliser différents codes. Et enfin, le 6e ingrédient, l'ingrédient secret, c'est le plus puissant. C'est un accord entre le mouvement qui peut être plus simple, plus fluide, plus facile, plus rapide, mais aussi l'expression de son identité et l'espoir pour permettre à chacun de dépasser ses peurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que plus il y a de peur, moins il y a d'intelligence. Et tout le travail du designer d'expérience, c'est de faire diminuer le niveau de peur pour libérer le mouvement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.